Bonsoir et bienvenue dans notre voyage nocturne à travers l'espace et le temps. Installez-vous confortablement, fermez les yeux et laissez votre esprit s'aventurer dans les recoins les plus lointains de l'univers. Aujourd'hui, nous allons parler du murmure venu du vide. Imaginez un instant l'humanité qui, des décennies durant, a écouté le silence cosmique, y projetant ses questions, ses espoirs, sa solitude. Et puis, un soir d'été sans histoire, de cet abîme surgit une réponse. Brève, énigmatique, mais d'une clarté absolue. Et ensuite, le silence, à nouveau, pendant 40 longues années. Que ressentiriez-vous si vous appreniez que ce signal s'est peut-être répété, que le cosmos nous a peut-être parlé à nouveau? Au cours de cette conférence du sommeil, nous allons nous plonger dans l'histoire du signal radio le plus mystérieux de l'humanité. Le signal, connu sous le nom de WOW. Nous l'analyserons depuis ses origines jusqu'à aujourd'hui, nous explorerons chaque théorie et nous tenterons de comprendre s'il s'agissait d'un message d'une intelligence extraterrestre ou simplement d'un caprice singulier de la nature. Préparez-vous. Notre voyage vers les étoiles commence maintenant. Pour bien saisir l'importance de cet événement, remontons le temps jusqu'à une époque où le cosmos nous semblait plus proche et où les rêves de contact avec d'autres civilisations faisaient partie intégrante de notre code culturel. Nous sommes en 1977. Le monde vibrait au rythme du disco. Star Wars faisait exploser les entrées cochanques au cinéma et l'humanité suivait avec impatience le voyage des sondes voyager vers les limites du système solaire. Au même moment, dans l'État de l'Ohio, fonctionnait discrètement un radiotélescope surnommé affectueusement la Grande Oreille. Drabi. Il appartenait à l'Université d'État de l'Ohio et était l'un des rares instruments sur Terre dont la mission principale était d'écouter le cosmos dans le cadre du projet SETI, la recherche d'une intelligence extraterrestre. Le projet était dirigé par le célèbre astronome Frank Drake, tandis qu'une équipe de volontaires et de scientifiques assurait l'analyse de routine des données. Parmi eux se trouvait l'astronome Jerry Ehman. Son travail consistait à parcourir les interminables impressions papier des données recueillies par le télescope à chaque seconde. C'était un travail monotone, presque méditatif. L'ordinateur traduisait l'intensité du signal radio en un code alphanumérique, et la tâche d'Ehman était de chercher dans ce flux de symboles des anomalies, des déviations par rapport au bruit de fond de l'univers. Des dizaines, des centaines, des milliers de pages remplies de séries apparemment dénuées de sens, de 1, de 2 et de 3. Personne ne s'attendait à un miracle. Le projet SETI, à cette époque, était davantage un acte de foi qu'un programme scientifique à part entière. Pourtant, c'est précisément dans cette atmosphère de routine et d'espoir silencieux que se produisent les découvertes les plus incroyables. Nous sommes le 15 août 1977. Le radiotélescope Big Ear balayait méthodiquement le ciel. Son immense réflecteur était pointé vers la constellation du Sagittaire, en direction du centre de notre galaxie, la Voie lactée. Ce choix n'était pas fortuit. Les astronomes estimaient en effet que si des civilisations évoluées existaient, elles seraient le plus probablement concentrées dans les régions centrales de la galaxie, là où les étoiles sont les plus nombreuses. Le télescope fonctionnait en mode automatique, enregistrant tout ce qu'il captait sur des bandes perforées. Quelques jours plus tard, Jerry Ehman s'assit à son bureau, comme à son habitude, pour analyser la dernière série de données. Il parcourait les impressions page après page, jusqu'à ce que son regard soit irrémédiablement attiré par une ligne en particulier. Au milieu du chaos habituel des faibles valeurs, à gauche de la feuille, une séquence de caractères anormales se détachait. 6, E, Q, U, J, 5. Ehman, chercheur expérimenté, comprit immédiatement qu'il était face à quelque chose d'extraordinaire. Il prit un stylo rouge et encercla cette séquence. Juste à côté, dans la marge, incapable de contenir son émotion, il écrivit un seul mot,
celui qui allait entrer pour toujours dans l'histoire de l'astronomie. Waouh! C'était le cri du cœur d'un scientifique qui venait peut-être d'observer la première preuve de l'existence d'une intelligence extraterrestre dans l'histoire de l'humanité. À cet instant, il ne pouvait pas encore connaître tous les détails, mais son intuition lui soufflait que ce n'était ni un parasite, ni un dysfonctionnement de l'équipement, ni un phénomène naturel. C'était quelque chose de tout à fait différent, quelque chose qui n'aurait pas dû être là. Mais qu'est-ce qui a donc tant fasciné Jerry Ehman? Comment cette simple suite de symboles a-t-elle pu provoquer une réaction aussi intense? Pour comprendre cela, il nous faut nous pencher un instant sur le fonctionnement du télescope Big Ear. Le système de codage était relativement simple. L'intensité du signal était mesurée selon une échelle progressive. Un espace vide correspondait à une intensité nulle. Les chiffres de 1 à 9 indiquaient une intensité croissante. Si le signal devenait encore plus puissant, on utilisait alors les lettres de l'alphabet anglais. A signifiait 10, B 11, et ainsi de suite. La séquence 6, E, Q, U, J, 5 décrivait un signal qui d'abord augmentait progressivement, atteignait son pic, puis s'estompait tout aussi doucement. La valeur maximale, représentée par la lettre U, correspondait à une intensité 30 fois supérieure au bruit de fond cosmique moyen. C'était une impulsion incroyablement puissante et nette. Mais le point le plus crucial était sa durée. L'ensemble du processus a duré très exactement 72 secondes. Pourquoi est-ce si important? Tout simplement parce que le télescope Big Ear était fixe. Il utilisait la rotation de la Terre elle-même pour balayer le ciel. Toute source cosmique traversant son champ d'observation devait être visible précisément pendant 72 secondes. Or, le signal « Waouh » s'inscrivait parfaitement dans cet intervalle de temps. C'était la preuve irréfutable que la source du signal se trouvait loin dans l'espace, et non pas sur Terre ou en orbite proche. Il se comportait exactement comme devait se comporter un signal hypothétique émis par une civilisation extraterrestre. Mais il y avait un autre détail, peut-être le plus crucial, qui a transformé le signal « Wow » d'une simple anomalie en une véritable sensation. C'était sa fréquence. Le télescope a capté le pic à 1420 MHz. En radioastronomie, cette fréquence est connue sous le nom de ligne d'hydrogène ou fréquence de 21 cm. Pourquoi est-elle si spéciale? L'hydrogène est l'élément le plus abondant de l'univers. C'est la matière première des étoiles, des galaxies et de la vie telle que nous la connaissons. À 1420 MHz, l'hydrogène neutre émet un signal radio faible, mais omniprésent. Dès 1959, les physiciens Philip Morrison et Giuseppe Cocconi avaient émis l'hypothèse que si une civilisation intelligente souhaitait envoyer un message à d'autres mondes, elle choisirait très probablement cette fréquence. C'est en quelque sorte une boîte aux lettres cosmique, universelle, compréhensible par toute race technologiquement avancée qui maîtrise les bases de la physique. Un signal émis sur cette fréquence ne s'atténue pas dans le milieu interstellaire et il est facile de le distinguer du bruit de fond de la plupart des étoiles. Découvrir un signal puissant et à bande étroite, précisément sur la ligne de Foucault-Tozzi, ligne d'hydrogène, c'était comme trouver sur une île déserte une bouteille contenant un message rédigé dans une langue universelle. Cette coïncidence était trop frappante pour être le fruit du hasard. C'était l'argument le plus solide en faveur d'une origine artificielle du signal « Waouh ». Intéressons-nous maintenant à l'élément le plus célèbre de cette histoire, le fameux code 6EQJ5. Ce n'est pas un simple enchaînement aléatoire de symboles. Il s'agit en réalité du graphique de l'intensité du signal dans le temps, retranscrit sous une forme très spécifique. Toutes les 12 secondes, l'ordinateur analysait les données reçues et leur attribuait un symbole. Les 6 premières secondes d'observation indiquent une intensité de 6. Les 12 secondes suivantes
affiche E, ce qui correspond à une intensité 14 fois supérieure au bruit de fond. Puis arrive le pic, Q et U, avec des valeurs dépassant le bruit de fond de 26 et 30 fois. Après ce sommet, l'intensité retombe, indiquée par J et 5. Ce profil, caractérisé par une montée progressive et une descente tout aussi douce, correspondait parfaitement à ce que l'on appelle la courbe de Gauss. C'est exactement la forme que doit prendre un signal émis par une source ponctuelle traversant le diagramme de rayonnement d'un radiotélescope. Imaginez le faisceau d'une lampe de poche glissant lentement sur un mur. La tache de lumière apparaît d'abord, s'intensifie, atteint son maximum de luminosité au centre, puis s'estompe. Le signal « Wow » s'est comporté exactement de la même manière. Cette forme idéale constituait un argument supplémentaire contre l'hypothèse d'interférence terrestre ou d'une défaillance matérielle. Les interférences se manifestent généralement par des sauts brusques et chaotiques. Les pannes d'équipement, elles non plus, ne produisent que très rarement une image aussi symétrique et esthétique. Tout laissait penser que la source était réelle, lointaine, et qu'elle se comportait exactement comme la théorie le prédisait. Ce n'était pas une simple anomalie, c'était une anomalie d'une justesse effrayante. Une fois le choc de la découverte absorbé, un travail effréné a démarré. La première chose que les scientifiques ont faite fut de tenter de localiser précisément la source du signal dans le ciel. Les données du Big E permettaient de réduire la zone de recherche à 2 petites parcelles dans la constellation du Sagittaire. Cette constellation, comme nous l'avons mentionné, pointe vers le centre de la Voie lactée, une région exceptionnellement riche en étoiles. Il semblait que trouver cette source ne serait pas compliqué. Partout dans le monde, les astronomes ont braqué leurs télescopes les plus puissants, optiques ou radio, vers ce point précis du ciel. Ils cherchaient à quelque chose d'inhabituel. Une étoile aux caractéristiques anormales. Une éventuelle exoplanète. Le moindre indice qui aurait pu générer un signal aussi puissant et ciblé. Mais une profonde désillusion les attendait. Le ciel, dans cette région, était absolument vide. Il n'y avait pas la moindre étoile brillante, pas un seul objet astronomique connu susceptible d'expliquer ce qui venait de se passer. C'était juste une région de l'espace sombre et sans aucune particularité notable. Ce vide ne faisait qu'ajouter au mystère. Si c'était le signal d'une civilisation extraterrestre, où était-elle? Autour de quelle étoile leur planète tournait-elle? Ou peut-être s'agissait-il d'un gigantesque vaisseau interstellaire qui n'aurait fait que passer? L'absence de source évidente transformait cette énigme en un véritable rébus. Le signal était apparu de nulle part et avait disparu sans laisser de traces, ne laissant derrière lui que 72 secondes de données et un seul mot écrit au stylo rouge. Dès la détection de cette anomalie, Jerry Ehman et ses collègues se sont lancés dans des tentatives désespérées pour capter à nouveau le signal mystérieux. Ils comprenaient que si c'était réellement un contact, il y avait une chance qu'il se répète. Pendant plusieurs mois, le radiotélescope Big Ear fut pratiquement pointé en permanence sur cette même zone du ciel, au sein de la constellation du Sagittaire. Les astronomes écoutaient le silence cosmique avec une intensité et une tension que le projet SETI n'avait jamais connues auparavant. Chaque bruissement, chaque pic de bruit de fond faisait battre les cœurs plus vite. Mais le cosmos est resté muet. Le signal « Wow » ne s'est pas répété. Ni le lendemain, ni une semaine, ni un mois plus tard. Ce silence fut assourdissant. Il a soulevé d'innombrables questions. Si c'était un message intentionnel, pourquoi l'avoir envoyé une seule fois? Était-ce un phare cosmique, fonctionnant avec d'énormes intervalles de pause? Ou peut-être l'émetteur est-il tombé en panne immédiatement après l'envoi? Ou, hypothèse encore plus troublante, n'était-ce pas du tout un message qui nous était destiné, mais avions-nous accidentellement intercepté un fragment d'une conversation étrangère, une sorte de fax interstellaire
qui passait furtivement près de la Terre? Des dizaines de scientifiques à travers le monde ont tenté plus d'une centaine de fois de capter à nouveau ce signal, utilisant des télescopes bien plus puissants et sensibles que le Big Ear. Toutes leurs tentatives se sont avérées vaines. Le signal « Wow » est devenu un fantôme cosmique, un événement unique qui n'a été enregistré qu'une seule fois et ne s'est jamais reproduit. Les années et même les décennies se sont écoulées. Le signal « Wow », de simple sensation scientifique, s'est transformé peu à peu en légende, en une sorte de saint Graal pour les passionnés de la recherche de civilisations extraterrestres. Il est devenu à la fois un symbole d'espoir et l'emblème d'une grande solitude cosmique. Dans les cercles scientifiques, il était traité avec respect, mais aussi avec une bonne dose de scepticisme. L'absence d'observations récurrentes rendait toute analyse approfondie impossible. On ne pouvait pas construire une théorie basée sur un seul et unique événement, aussi intrigant soit-il. Le signal « Wow » est ainsi devenu l'exemple classique d'un résultat non reproductible, le cauchemar absolu de tout scientifique. Néanmoins, il continuait d'agiter les esprits. Des livres ont été écrits et des documentaires tournés à son sujet. Il est devenu une partie intégrante des discussions sur le paradoxe de Fermi, cette question qui résonne. Si l'univers est plein d'intelligence, alors où sont-ils tous? Le signal « Wow » semblait être la seule réponse, vague et inarticulée à cette énigme. Nous sommes là, mais vous ne nous entendrez plus. Il est resté suspendu dans l'air, tel un reproche muet, nous rappelant à quel point nous en savons peu sur l'univers et à quel point les distances peuvent être immenses, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Peut-être que la civilisation qui a envoyé ce signal avait déjà disparu depuis longtemps, et que nous n'avons capté que le dernier écho de son existence parvenu jusqu'à nous à travers l'abîme des siècles. Bien sûr, les scientifiques sont des gens pragmatiques. Il était impensable pour eux de laisser le signal « Wow » simplement classé dans la catégorie des phénomènes inexpliqués. Dès le départ, des efforts ont été faits pour lui trouver une explication plus terre-à-terre, plus prosaïque. La première hypothèse examinée fut celle des interférences radio. S'agissait-il d'un signal émis par un avion de passage, un satellite militaire, ou même d'une source terrestre qui aurait rebondi accidentellement sur des débris spatiaux avant d'atteindre le télescope? Cette hypothèse a été vérifiée très minutieusement. Elle a cependant été rapidement écartée. Premièrement, la fréquence de 1420 MHz est une fréquence protégée. De stricts accords internationaux existent dans le monde entier, interdisant son usage pour toute transmission terrestre, justement afin de ne pas perturber les radioastronomes. La probabilité que quelqu'un ait violé cette interdiction, tâtée, créer un signal imitant parfaitement une source cosmique était extrêmement faible. Deuxièmement, le télescope Big Ear était équipé de 2 récepteurs qui balayaient le ciel avec un léger décalage. Le signal « Wow » n'a été enregistré que par l'un d'eux, tandis que le second, qui aurait dû le détecter 3 minutes plus tard, n'a absolument rien capté. Cela a d'abord semé le doute, mais les scientifiques ont ensuite réalisé que c'était la preuve que l'émetteur s'était éteint ou déplacé durant ces 3 minutes. Un scénario qui colle parfaitement avec l'idée d'un message unique et bref. Ainsi, les explications les plus simples sont tombées les unes après les autres, rendant ce mystère encore plus profond. Pendant près de 40 ans, le mystère du signal « Wow » est resté totalement impénétrable. Aucune des hypothèses proposées n'a jamais pu expliquer l'intégralité de ces étranges caractéristiques. Or, en 2016, une nouvelle théorie, complètement inattendue, a émergé. Celle-ci semblait enfin pouvoir mettre un point final à cette énigme. L'astronome Antonio Paris, du St. Petersburg College, aux États-Unis, a suggéré que la source du signal n'était peut-être pas une intelligence extraterrestre, mais une comète. À première vue,
cette idée paraît absurde. Les comètes ne sont, après tout, que des boules de neige sales, des blocs de glace résiduels datant de la formation de notre système solaire. Comment de tels objets pourraient-ils générer un puissant signal radio? Parry affirmait que c'était possible. Lorsqu'une comète s'approche du Soleil, la glace à sa surface se sublime, créant autour d'elle un gigantesque nuage de gaz. Ce nuage, appelé la coma, est principalement composé d'eau. Sous l'effet du rayonnement solaire, cette eau se décompose en hydrogène et en hydroxyle. Et c'est là que réside l'élément clé. Le nuage d'hydrogène neutre entourant la comète est capable d'émettre des ondes radio à cette fréquence exacte, 1420 MHz. La théorie de Parry suggère qu'en août 1977, une comète jusqu'alors inconnue serait passée accidentellement dans le champ de vision du télescope Big Ear, et que celui-ci aurait capté l'émission de son nuage d'hydrogène. Cela expliquait à la fois la fréquence précise du signal et le fait qu'il provienne d'une région du ciel considérée comme vide. Après tout, les comètes sont des objets peu lumineux et particulièrement difficiles à détecter. La théorie d'Antonio Parris était à la fois audacieuse et élégante, mais elle péchait par manque de preuves. Pour la valider ou l'invalider, il lui fallait dénicher les suspects idéaux, des comètes susceptibles de se trouver au bon endroit, au bon moment, dans le ciel. Parry s'est plongé dans les archives astronomiques et a identifié 2 candidates portant les noms peu évocateurs de 266P, Barr Christensen, et 335P, Barr Gibbs. Ces comètes n'ayant été découvertes que bien plus tard, au début des années 2000, personne ne les avait répertoriées en 1977. En retraçant leurs orbites dans le passé, Parry a conclu que l'une d'elles, voire les deux, aurait très bien pu se trouver dans le champ de vision de la Grande Oreille, précisément le 15 août 1977. C'était un véritable tournant. On avait l'impression qu'une des plus grandes énigmes du XXe siècle était sur le point d'être résolue. Parris a alors élaboré un plan. Il allait attendre le retour de ces comètes dans le système solaire interne, pointer un radiotélescope dans leur direction et vérifier si elles émettaient sur la fréquence de 1420 MHz. Ce serait l'expérience décisive. Si un signal similaire au signal « Wow » pouvait être capté provenant de l'une de ces comètes, le mystère serait enfin levé. La communauté scientifique retenait son souffle. Beaucoup restaient sceptiques, mais l'idée était si belle que tout le monde espérait secrètement qu'elle soit la bonne. C'est en janvier 2017 qu'Antonio Parry a mené son expérience, qu'il croyait décisive. Il a utilisé un radiotélescope de 10 mètres pour observer la comète 266P Christensen alors qu'elle traversait la région du ciel d'où provenait le fameux signal « Wow ». Il a réussi à capter une émission radio sur la fréquence de 1420 MHz. Parry a immédiatement publié un article affirmant que le mystère du signal « Wow » était résolu. La nouvelle a fait le tour des médias mondiaux. Les titres hurlaient « L'énigme du siècle est résolue. Le signal « Wow » n'était qu'une simple comète. » Cependant, la communauté scientifique a accueilli cette annonce avec une grande froideur. D'autres radioastronomes, après avoir analysé le travail de Parry, ont pointé du doigt plusieurs faiblesses sérieuses. Premièrement, le signal qu'il a capté, provenant de la comète, était des milliers de fois plus faible que le signal « Wow » original. Pour qu'une comète produise une impulsion aussi puissante, son nuage d'hydrogène aurait dû être incroyablement vaste et dense. Deuxièmement, les critiques ont fait remarquer que si l'hypothèse de la comète était exacte, le télescope Big Ear, la Grande Oreille, qui a scanné le ciel pendant des décennies, aurait dû enregistrer de tels signaux cométaires régulièrement. Or, le « Wow » était un cas unique. Et enfin, l'argument massu, le signal « Wow », était à bande très étroite. Cela signifie que toute son énergie était concentrée dans une plage de fréquences extrêmement réduite.
Les sources naturelles, comme les nuages d'hydrogène autour des comètes, émettent et montent sur un spectre beaucoup plus large. Cette bande étroite est justement le principal signe d'une origine artificielle. Ainsi, bien que séduisante, l'hypothèse de la comète n'a pas résisté à l'examen. L'énigme du signal « WOW » est donc restée entière pendant que certains scientifiques tentaient d'expliquer le signal « WOW » par l'activité des comètes, d'autres s'intéressaient à un nouveau phénomène mystérieux en radioastronomie, les sursauts radiorapides ou FRB, Fast Radio Burst. Ces signaux ont été découverts pour la première fois en 2007 et ils rappelaient étrangement le signal « WOW ». Il s'agissait également d'éclairs radio extrêmement puissants mais très brefs, provenant de l'espace lointain. Leur durée n'est que de quelques millisecondes, mais en ce laps de temps, ils libèrent autant d'énergie que le Soleil en émet en plusieurs jours. La nature des sursauts radio rapides demeure à ce jour l'un des plus grands mystères de l'astrophysique moderne. Divers objets ont été proposés comme source potentielle, de la fusion d'étoiles à neutrons ou de trous noirs, à l'activité des magnétars exotiques, des étoiles à neutrons possédant des champs magnétiques incroyablement puissants. Une hypothèse a alors émergé. Et si le signal « Wow » n'était tout simplement que le tout premier sursaut radio rapide jamais enregistré? En 1977, les astronomes ignoraient encore l'existence d'une telle classe de phénomènes et l'avaient donc pris pour quelque chose d'unique. Cette idée s'avérait plutôt séduisante, car elle permettait d'expliquer la puissance et le caractère unique du signal « Wow » par des causes naturelles. Même si celle-ci restait très exotique, l'hypothèse selon laquelle le signal « Wow » aurait pu être un sursaut radio rapide méritait, elle, d'être sérieusement examinée. Comparons ces deux phénomènes. Les similarités sont frappantes. Dans les deux cas, il s'agit de signaux radio puissants, brefs et inexpliqués, provenant du cosmos lointain. Ils semblent provenir de directions aléatoires dans le ciel et, généralement, ne se répètent pas, même si des FRB répétitifs ont été découverts par la suite. Ceci pourrait tout à fait expliquer pourquoi le signal « Wow » n'a été enregistré qu'une seule fois. Cependant, un examen plus détaillé fait apparaître de sérieuses divergences. La principale d'entre elles est la fréquence. La plupart des sursauts radio rapides connus sont observés à des fréquences beaucoup plus élevées que les 1420 MHz. Les signaux à une fréquence aussi basse que celle de « Wow » sont extrêmement rares. La deuxième différence concerne la durée. Un FRB typique ne dure que quelques millisecondes, alors que le signal « Wow » a été observé pendant 72 secondes complètes. Bien sûr, cette durée pourrait s'expliquer par les spécificités du radiotélescope Big Ear, qui aurait en quelque sorte étalé le bref sursaut dans le temps. Mais la différence la plus fondamentale, tout comme dans le cas de l'hypothèse des comètes, est la largeur de bande. Les sursauts radio rapides, bien que puissants, sont relativement large bande. Le signal « Wow », lui, était anormalement à bande étroite. C'est précisément cette caractéristique qui le rend si semblable à un signal artificiel et si différent de tous les phénomènes naturels connus, y compris les FRB. Ainsi, cette hypothèse, bien qu'elle n'ait pas été complètement écartée, n'a pas pu fournir de réponse définitive. Nous arrivons maintenant au point culminant de notre histoire, à l'instant même où le monde a recommencé à s'interroger sur l'idée d'un contact. 40 ans s'étaient écoulés depuis la détection du signal « Wow ». La science avait fait un bond de géant. Le projet SETI s'était transformé en une initiative mondiale, baptisée Breakthrough Listen, financée par le milliardaire Yuri Milner. Les scientifiques disposaient désormais des télescopes les plus puissants de la planète, capables de scanner le ciel avec une sensibilité et une rapidité inédites. C'est alors qu'en 2019, alors qu'ils observaient l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure, à l'aide du radiotélescope de Parkes en Australie,
un événement incroyable s'est produit. En analysant les données, l'équipe de Breakthrough Listen a détecté un signal étrange. Il était extrêmement faible, mais il possédait toutes les caractéristiques que les chercheurs recherchaient depuis des décennies. Il était à bande étroite, tout comme le WOW. Il provenait de la direction d'un système stellaire précis, système dont on savait qu'il abritait au moins une planète située dans la zone habitable. Et, ce qui est le plus intrigant, sa fréquence se décalait ou dérivait lentement. Cette dérive aurait pu être causée par le mouvement de la planète émettrice. Le signal fut baptisé BLC1, acronyme de Breakthrough Listen Candidate IN. Ce fut le branle-bas de combat au sein de la communauté scientifique. L'information ne tarda pas à fuiter dans la presse. Il semblait que c'était exactement ce que tout le monde attendait depuis si longtemps. Ce n'était pas une répétition directe du signal « Wow », mais son digne héritier spirituel, un signal doté de caractéristiques tout aussi alléchantes. 40 ans de silence cosmique, le cosmos avait-il enfin décidé de parler à nouveau? Penchons-nous sur ces deux signaux mystérieux, le légendaire « Wow » de 1977 et le nouveau candidat BLC1. Les ressemblances étaient frappantes et donnaient lieu à un optimisme prudent. Les deux signaux étaient à bande étroite, ce qui est un marqueur essentiel d'une origine artificielle. Les processus astrophysiques naturels émettent généralement leur énergie sur un large spectre de fréquences. La technologie, elle, permet de concentrer toute cette puissance dans une bande très étroite, ce qui facilite grandement la distinction du signal par rapport au bruit de fond. La seconde similarité majeure était l'absence d'explication naturelle évidente. Ces signaux ne ressemblaient ni aux émissions des pulsars, ni aux quasars, ni à quoi que ce soit d'autre issu du fameux zoo d'objets cosmiques bien connus des astronomes. Mais il existait également des différences substantielles. Le signal « Wow » était incroyablement puissant, plus de 30 fois supérieur au bruit de fond. Le signal BLC1, par contre, était extrêmement faible, à peine détectable. De plus, le « Wow » provenait d'une région totalement vide du ciel, tandis que BLC1 était clairement associé à l'étoile la plus proche de nous, Proxima du Centaure. Enfin, la différence la plus fascinante, la dérive de fréquence. Le signal « Wow » en était dépourvu, il était parfaitement stable. Or, la fréquence de BLC1 augmentait lentement mais sûrement. Curieusement, cette dérive représentait un argument encore plus fort en faveur de l'artificialité que la stabilité du « wow ». Elle pouvait en effet indiquer que la source du signal était en mouvement par rapport à la Terre. Par exemple, si elle tournait à la surface d'une planète, tous ces éléments faisaient-ils de BLC1 le candidat au signal d'une civilisation extraterrestre le plus prometteur de toute l'histoire des observations. L'équipe de Breakthrough Listen était consciente de l'énorme responsabilité qui lui incombait. La moindre erreur était inacceptable. Avant d'annoncer quoi que ce soit de spectaculaire, il était impératif de mener une enquête ultra minutieuse et d'écarter toute source potentielle d'interférence terrestre. Ce travail s'apparentait à une véritable enquête policière. Les scientifiques ont commencé à passer toutes les hypothèses au crible, méthodiquement. Ce signal pouvait-il provenir de l'un des milliers de satellites en orbite terrestre? Ils ont compulsé les catalogues de tous les satellites connus. Aucun d'eux ne se trouvait au bon endroit, au bon moment, ou n'émettait sur la bonne fréquence. Était-ce un avion de passage? Non plus. La trajectoire et les caractéristiques du signal ne correspondaient pas. S'agissait-il plutôt d'interférences générées par des équipements terrestres à proximité de l'observatoire, par exemple un four à micro-ondes ou un téléphone portable? L'histoire de la radioastronomie regorge de ce genre de mésaventures. Les chercheurs ont ensuite analysé les données d'autres télescopes qui scrutaient Proxima du Centaure au même moment, mais depuis d'autres points du globe. Si le signal était réel,
ces autres observatoires auraient dû le détecter également. Or, les autres télescopes restaient muets. C'était un signe inquiétant. L'enquête était au point mort. Le signal n'avait été capté que par le télescope de Parkes, et uniquement lorsqu'il était pointé vers Proxima du Centaure. Il apparaissait et disparaissait en même temps que l'étoile. C'était comme un signal fantôme parfait qui narguait les scientifiques sans jamais se laisser attraper. Après des mois de travail acharné, quand presque tout espoir semblait perdu, l'équipe de chercheurs a décidé d'analyser les données de façon encore plus poussée. Ils se sont mis à examiner non seulement les données d'observation principales, mais aussi les enregistrements d'archives réalisés à la même époque, alors que le télescope pointait d'autres zones du ciel. C'est là qu'ils ont fait une percée, qui, hélas, s'est rapidement transformée en profonde déception. Ils ont découvert une multitude d'autres signaux très similaires à BLC1, mais enregistrés lorsque le télescope regardait dans des directions complètement différentes. Ces signaux étaient trop faibles pour être remarqués immédiatement, mais une analyse détaillée a montré que leur structure était identique à celle de BLC1. Il est alors devenu évident que la source du signal n'avait rien à voir avec Proxima du Centaure. Il s'agissait d'interférences radioterrestres. Mais quelle en était l'origine? Après de longues recherches, le coupable a été identifié. C'était un équipement électronique défectueux, très probablement un générateur de fréquences numériques situé quelque part à proximité de l'observatoire. Cet appareil émettait une série de signaux radio faibles, mais réguliers sur des fréquences voisines. Lorsque le télescope a été pointé vers Proxima du Centaure, l'une de ces harmoniques a accidentellement glissé dans la bande d'observation et a été amplifiée, créant l'illusion d'un véritable signal cosmique. La dérive de fréquence s'expliquait elle aussi très simplement. Elle résultait du chauffage et du refroidissement de l'appareil défectueux. Le plus grand espoir de ces dernières années n'était donc qu'un simple dysfonctionnement technique. Le mystère BLC1 était résolu, et la réponse n'était pas une intelligence extraterrestre. Bien que l'histoire du signal BLC1 ait été une déception, elle a été extrêmement bénéfique pour le projet SETI. Ce fut en quelque sorte une répétition générale, au cas où nous capterions un jour un véritable signal extraterrestre. Premièrement, elle a permis de peaufiner la méthodologie d'analyse des signaux candidats. Les scientifiques disposent désormais d'un protocole d'action clair pour distinguer un signal authentique de nos propres interférences terrestres sophistiquées. Cette expérience est inestimable. Deuxièmement, cet épisode a démontré la sensibilité incroyable de notre appareillage. Nous sommes désormais capables de détecter des signaux incroyablement faibles. Cela signifie que nos chances d'entendre quelque chose d'authentique ne cessent d'augmenter. Troisièmement, cela a mis en lumière l'ouverture et l'honnêteté du processus scientifique. L'équipe de Breakthrough Listen n'a pas cherché à dissimuler son erreur. Ils ont publié un rapport d'enquête extrêmement détaillé, montrant au monde entier le fonctionnement de la science, par l'émission d'hypothèses, la vérification et, oui, par les erreurs. Mais surtout, l'histoire du BLC1 a forcé les chercheurs à porter un nouveau regard sur l'énigme persistante du signal « Wow ». Après tout, si le BLC1, qui ressemblait tant à un signal artificiel, a finalement trouvé une explication terrestre, le « Wow », lui, n'en a pas. En 40 ans, personne n'a pu proposer de théorie convaincante expliquant son origine et toutes ses caractéristiques. Et maintenant que son petit frère, BLC1, s'est avéré être un mirage, le caractère unique et mystérieux du signal « Wow » original est devenu encore plus frappant. Il est resté seul, inexpliqué et inimitable. Nous voici donc de retour à la case départ, face à cette fameuse impression où le mot « Wow » est cerclé. Toutes les tentatives visant à expliquer ce signal par des causes purement naturelles, qu'il s'agisse d'une réflexion d'un signal terrestre, d'une émission de comète ou d'un type rare d'éclat radio rapide, se sont révélées insatisfaisantes.
Chacune de ces théories s'est heurtée à une ou plusieurs des caractéristiques uniques du signal. Sa forme gaussienne parfaite, sa durée de 72 secondes, sa puissance stupéfiante et surtout sa bande de fréquence anormalement étroite, centrée sur la fréquence sacrée de l'hydrogène, chère à SETI. Que nous reste-t-il alors? Il nous reste l'hypothèse qui coupe le souffle à beaucoup, celle d'une origine artificielle. Imaginons un instant que ce soit la vérité. Qu'avons-nous capté exactement? S'agissait-il d'un signal délibéré, envoyé directement vers nous, en direction du système solaire? C'est peu probable. Personne ne pouvait savoir qu'à cet instant précis, une civilisation capable de le recevoir existerait sur la 3e planète. S'il s'agissait d'un signal artificiel, il s'agissait plus probablement d'une sorte de balise. Un émetteur puissant envoyant monotonement un signal simple dans une direction donnée pour signaler sa présence. Ou peut-être avons-nous intercepté le faisceau d'un puissant radar qu'une civilisation utiliserait pour la navigation ou l'étude du milieu interstellaire. Une autre version suggère que nous aurions été témoins de fuites d'énergie provenant du moteur d'un vaisseau stellaire utilisant une technologie qui nous est inconnue. Les options sont nombreuses et toutes sonnent comme de la pure science-fiction. Mais tant que nous n'avons pas de meilleure explication, cette hypothèse ne peut absolument pas être écartée. Le mystère du signal, wow, est intrinsèquement lié à l'une des questions les plus fondamentales de la science contemporaine, le paradoxe de Fermi. Ce paradoxe, formulé par le physicien Enrico Fermi au milieu du XXe siècle, est d'une simplicité désarmante. Où sont-ils? Notre galaxie, la Voie lactée, abrite des centaines de milliards d'étoiles. Beaucoup d'entre elles possèdent probablement des planètes. Certaines de ces planètes doivent ressembler à la Terre. La vie aurait pu y apparaître, et une fraction de cette vie aurait pu évoluer vers des formes intelligentes et technologiquement avancées. Étant donné l'âge de l'univers, ces civilisations ont eu des milliards d'années pour se développer et se propager à travers la galaxie. Alors, pourquoi ne voyons-nous aucune trace de leur présence? Ni sondes, ni artefacts, ni signaux radio. Ce silence assourdissant de l'univers est ce que l'on appelle le grand silence. C'est dans ce contexte de silence que le signal « wow » apparaît comme un cri unique, bref et confus. Il ne résout pas le paradoxe de Fermi. Au contraire, il le rend encore plus poignant. Il semble nous dire que quelqu'un est là-bas, ou du moins y était. Mais pourquoi ce silence persiste-t-il? Peut-être que ces civilisations existent, mais qu'elles sont si rares, séparées par des distances insurmontables. Ou peut-être refusent-elles tout contact par mesure de sécurité? Ou alors, leur existence est éphémère, se terminant rapidement par l'autodestruction, que ce soit par des guerres nucléaires ou des catastrophes écologiques. Le signal « wow » n'apporte aucune réponse. Il ne fait que soulever de nouvelles questions, encore plus troublantes. Afin de systématiser nos chances de contact avec une intelligence extraterrestre, l'astronome Frank Drake a proposé en 1960 sa célèbre formule « l'équation de Drake ». Cette formule ne fournit pas une réponse exacte. Elle est plutôt un outil de réflexion. Elle était composée de 7 facteurs qui, multipliés les uns par les autres, sont censés nous donner le nombre de civilisations intelligentes dans notre galaxie capables d'établir un contact. Ces facteurs incluent le taux de formation d'étoiles, la proportion d'étoiles possédant des planètes, le nombre moyen de planètes dans la zone habitable, la fraction de ces planètes où la vie apparaît, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous pouvons estimer la plupart de ces paramètres avec une certaine précision grâce aux télescopes modernes. Mais le dernier et le plus crucial de ces facteurs, désigné par la lettre L, est la durée de vie moyenne de ces civilisations. Et c'est là que nous entrons dans le domaine de la pure spéculation. Combien de temps une civilisation technologique survit-elle? 100 ans? 1000 ans? 1 million d'années? Nous l'ignorons car nous n'avons qu'un seul exemple, le nôtre, et notre ère technologique a à peine 100 ans.
Dans le contexte de cette équation, le signal « wow » joue un rôle particulièrement intrigant. S'il était authentique, cela signifierait que la valeur de L n'est pas nulle. Quelqu'un a subsisté assez longtemps pour construire un émetteur puissant. Mais le fait que nous ne l'ayons entendu qu'une seule fois pourrait suggérer que cette valeur de L est peut-être très, très courte. Peut-être que les civilisations s'allument comme des allumettes dans le noir et s'éteignent rapidement. Depuis 1977, les technologies de recherche de signaux extraterrestres ont connu une véritable révolution. Si la Geese Grande Oreille, Big Ear, n'était finalement qu'une seule oreille géante, mais sourde, capable d'écouter un seul canal à la fois, les systèmes SETI modernes sont de véritables réseaux numériques, capables d'analyser simultanément des milliards de canaux. Le projet Breakthrough Listen, que nous avons déjà mentionné, utilise les plus grands radiotélescopes du monde, tels que Green Bank aux États-Unis et Parkes en Australie. Le volume de données qu'ils collectent en une seule journée dépasse celui accumulé par tous les projets SETI précédents au cours des 50 dernières années. Pour analyser ces volumes gigantesques d'informations, on fait appel aux algorithmes les plus sophistiqués et, bien sûr, à l'intelligence artificielle. Les réseaux neuronaux sont entraînés à reconnaître des signaux potentiellement artificiels au milieu des milliards de téraoctets de bruits cosmiques, débusquant des anomalies que l'œil humain pourrait tout simplement manquer. Par ailleurs, la stratégie de recherche a elle aussi évolué. Auparavant, les scientifiques balayaient le ciel à l'aveugle. Désormais, ils observent de manière ciblée les milliers d'étoiles les plus proches de nous, en particulier celles autour desquelles des exoplanètes similaires à la Terre ont été détectées. Les chances de succès sont aujourd'hui incomparablement plus élevées qu'à l'époque de Jerry Ehman. Et pourtant, malgré toutes ces avancées technologiques, le signal « wow » reste encore le candidat de contact le plus solide de toute l'histoire. Cela illustre à quel point de tels événements peuvent être rares et, peut-être, fugaces. Quand on se tourne vers l'avenir, il est clair que nos capacités à écouter le cosmos ne cesseront de s'améliorer. Plusieurs mégaprojets se profilent à l'horizon, capables de changer fondamentalement la donne. Le plus important d'entre eux est le radiotélescope géant Square Kilometre Array, ou SKA, dont la construction est en cours simultanément en Afrique du Sud et en Australie. Une fois achevé, il deviendra le télescope le plus vaste et le plus sensible jamais construit. Sa surface de collecte totale atteindra 1 km², et il sera capable de balayer le ciel 10 000 fois plus rapidement que n'importe quel instrument actuel. Grâce au SKA, nous pourrons détecter, autour des dizaines d'étoiles les plus proches, des signaux d'une puissance comparable à celle des radars d'aéroports terrestres. Cela signifie que si une civilisation là-bas utilise des technologies, même vaguement similaires aux nôtres, il est quasiment certain que nous les intercepterons. Le SKA ne se contentera pas de chercher des messages intentionnels. Il pourra également détecter les fuites de rayonnement radio accidentel provenant des villes et des technologies extraterrestres, de la même manière que nos ondes de télévision et de téléphonie mobile s'échappent dans l'espace. Le SKA sera peut-être l'outil qui réussira enfin à capter de nouveau l'insaisissable signal « Wow » ou à trouver ses nombreux homologues, mettant ainsi un terme au « grand silence ». Laissons de côté la science et la technologie un instant et attardons-nous sur la portée philosophique de cette histoire. Que changerait l'existence d'une preuve irréfutable d'une intelligence extraterrestre pour l'humanité? Les conséquences d'une telle découverte seraient véritablement colossales et impacteraient tous les aspects de nos vies, la religion, la philosophie, la politique et la culture. La prise de conscience que nous ne sommes pas seuls dans l'univers pourrait devenir le facteur unificateur le plus puissant de toute l'histoire de l'humanité. Face à Deep, l'autre, nos différences terrestres, qu'elles soient nationales, raciales, ou religieuses, pourraient nous paraître insignifiantes, voire dérisoires. Cela pourrait mettre fin aux guerres et aux conflits, en nous forçant à nous percevoir comme une seule espèce,
les habitants d'une unique petite planète. D'un autre côté, cela pourrait également engendrer une crise existentielle d'une profondeur abyssale. De nombreux dogmes religieux seraient remis en question. Notre conception de notre propre place et de notre singularité dans l'univers serait ébranlée, voire anéantie. Cela pourrait générer de la peur, de la panique et la naissance de nouveaux cultes. L'histoire du signal « Wow » est celle d'un équilibre délicat entre l'espoir et la peur, entre une curiosité illimitée et le frisson face à l'inconnu. C'est l'histoire de notre propre préparation au contact. Sommes-nous vraiment prêts ou préférons-nous le confort de l'illusion de notre solitude? Mais au fond, qu'est-ce que le signal « Wow » ? Ce sont 72 secondes de données, enregistrées il y a plus de 40 ans par un vieux radiotélescope. C'est une anomalie qui a déjoué toutes les tentatives d'explication. C'est le fantôme dans la machine, celui qui continue de hanter l'esprit des scientifiques et des rêveurs. Peut-être que nous n'en connaîtrons jamais la véritable nature. Peut-être n'était-ce qu'une combinaison incroyablement rare et bizarre de facteurs naturels que nous sommes pour l'instant incapables de déchiffrer. Ou peut-être était-ce réellement ce que tout le monde espérait, un bref « bonjour » venu des confins de l'espace que nous n'avons capté que par un heureux hasard. Quelle que soit la réponse, l'héritage du signal « Wow » est immense. Il est devenu le catalyseur le plus puissant pour l'avancement du projet SETI. Il a inspiré toute une génération de scientifiques, d'ingénieurs et de simples passionnés à ne jamais cesser les recherches. Il nous rappelle éternellement que l'univers regorge de mystères et que les découvertes les plus incroyables pourraient nous attendre là où nous les attendons le moins. Le signal « Wow » n'est pas qu'une simple énigme. C'est le symbole de l'aspiration humaine à la connaissance, la marque de notre soif insatiable de regarder au-delà de l'horizon pour découvrir si nous sommes vraiment seuls dans cette nuit étoilée infinie. Revenons maintenant à cette idée de répétition. Au tout début de notre discussion, je vous avais intrigué en mentionnant qu'un signal venu du vide s'était répété 40 ans plus tard. Comme nous l'avons découvert, l'affaire du signal BLC1 n'était qu'une fausse alerte. Ce fut une enquête scientifique passionnante, certes, mais dont le dénouement s'est révélé décevant, bien que très instructif. Cela confirme que le signal « Wow » originel n'a jamais été reproduit. Absolument personne n'a plus jamais capté un son similaire, que ce soit exactement au même endroit ou ailleurs dans le ciel. C'est ce qui rend cet événement d'autant plus unique. Imaginez-vous errant dans un désert infini lorsque, soudain, vous entendez au loin le son d'une seule cloche. Vous marchez vers la source, vous ne trouvez rien. Et ce son ne se reproduit plus jamais. Que penseriez-vous? Que vous avez halluciné? Qu'il s'agissait d'un mirage? Ou bien qu'il y a vraiment quelque chose ou quelqu'un, là-bas derrière les dunes, et que vous venez de le manquer? C'est exactement dans cette position que se trouve aujourd'hui la science face au signal « Wow ». Il a été ce coup de cloche solitaire dans l'immensité du silence cosmique. L'idée qu'il se soit répété avec BLCI était en réalité le reflet de notre espoir désespéré, de notre besoin profond que ce silence intersidéral soit enfin rompu. Nous désirons tellement entendre une réponse que nous sommes prêts à prendre pour acquis l'écho de nos propres technologies. Mais pour l'instant, le cosmos continue de se murer dans le silence, conservant jalousement son plus grand mystère. Alors que cette conférence touche à sa fin, permettez-moi de récapituler le chemin parcouru. Nous avons commencé en 1977 dans un observatoire tranquille de l'Ohio, où un scientifique inscrit une annotation sur une impression qui allait changer à jamais l'histoire de la recherche de vie extraterrestre. Nous avons décortiqué le signal « Wow », compris son caractère unique, sa puissance, sa fréquence, sa forme parfaite et son origine totalement inexplicable. Nous avons retracé des décennies de recherches infructueuses et de silence. Nous avons examiné et écarté les explications dites naturelles, les plus populaires,
allant des comètes aux phénomènes astrophysiques les plus exotiques. Nous nous sommes ensuite transportés à notre époque, témoins du feuilleton autour du signal candidat, BLC1. Celui-ci nous a donné un nouvel espoir, mais nous a finalement appris une précieuse leçon sur la facilité avec laquelle nous pouvons être induits en erreur. Au final, nous restons face à l'énigme initiale, celle qui, après plus de 40 ans, n'a fait que s'approfondir et devenir plus mystérieuse. Cette histoire n'est pas seulement celle d'un signal isolé. C'est l'histoire des limites de nos connaissances, de la puissance de la méthode scientifique et de cette question humaine et éternelle que nous lançons vers le ciel nocturne. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de toute cette histoire? La principale leçon est sans doute que la quête de la vérité est un chemin long et semé d'embûches, plein de fausses pistes, d'impasses et de déceptions. La science n'offre pas de réponses rapides et faciles. Elle exige de la patience, de la rigueur et surtout la capacité d'admettre ses erreurs. L'histoire du signal « Wow » et de sa prétendue répétition, BLC1, en est la parfaite illustration. Mais il y a une autre conclusion beaucoup plus inspirante. Elle est que nous ne devons pas cesser de chercher. Le fait que nous n'ayons encore rien trouvé ne signifie pas qu'il n'y ait personne. L'univers est vaste et nous commençons à peine à tendre l'oreille. Notre civilisation technologique n'existe que depuis une fraction de seconde à l'échelle cosmique. Peut-être avons-nous simplement besoin de plus de temps, ou d'outils plus performants, ou peut-être devons-nous apprendre à chercher quelque chose de radicalement différent qui ne nous ressemble en rien. Le signal « Wow » reste une sorte d'étoile polaire pour tous ceux qui croient dans la possibilité d'un contact. Il semble nous dire « Continuez d'écouter, ne baissez pas les bras. Peut-être qu'un jour vous entendrez bien plus qu'un simple murmure de 72 secondes. » Et propre science. Il Hoggy. Notre conférence d'aujourd'hui, dédiée au sommeil, s'achève. Nous avons plongé au cœur de l'une des énigmes les plus fascinantes de la science moderne, voyageant à travers les décennies, des impressions analogiques jusqu'à l'analyse des données par l'intelligence artificielle. Nous avons vu l'espoir céder la place à la déception et la certitude être remplacée par de nouvelles questions. Le mystère du signal « Wow » reste entier. C'est à la fois frustrant et absolument captivant. Car tant que le mystère subsiste, le rêve, lui, demeure vivant. Le rêve qu'un jour, nous obtenions la preuve irréfutable que nous ne sommes pas seuls. Qu'il existe quelque part, dans les profondeurs de la Voie lactée, d'autres îles de conscience dans cet océan infini du cosmos. Et peut-être qu'eux aussi observent leur étoile, regardent notre soleil lointain et se posent la même question. Laissez cette pensée, cette grande énigme cosmique, vous bercer et vous guider vers le monde des rêves où tout est possible, même de converser avec les étoiles. Bonne nuit et ciel clair. Alors, que retenons-nous en fin de compte? Nous avons d'abord cet événement unique de 1977 qui, encore aujourd'hui, résiste à toute explication scientifique satisfaisante. Le signal « Wow » demeure une véritable anomalie, un défi à notre compréhension de l'univers. Et nous avons aussi l'histoire de la prétendue répétition de ce signal, l'histoire BLC1, qui s'est avérée n'être qu'une simple mais complexe interférence radio. Ce revirement inattendu n'a pas résolu le vieux mystère, il n'a fait qu'en souligner l'exceptionnalité. Il a montré à quel point il est facile de prendre ses désirs pour des réalités, mais il a aussi démontré la puissance de la méthode scientifique capable de séparer le bon grain de l'ivraie. La conclusion principale est simple. Le signal « Wow » reste isolé et inexpliqué. Loin de le dévaluer, cela le rend peut-être même encore plus précieux. Il est l'étalon auquel seront comparés tous les futurs signaux candidats. Merci d'avoir passé ce moment avec moi, à plonger ensemble dans les mystères du cosmos. J'espère que ce voyage a été non seulement intéressant pour vous,
mais qu'il vous a également aidé à vous détendre et à vous préparer à dormir. Si cette lecture vous a plu, veuillez soutenir la chaîne. Abonnez-vous, mettez un pouce bleu et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer nos prochaines explorations nocturnes. Maintenant, avant que vous ne sombriez tout à fait dans le sommeil, j'aimerais vous poser une question. Laissez votre réponse dans les commentaires lorsque vous vous réveillerez. Si vous aviez la possibilité d'envoyer dans l'espace un seul et unique message de 72 secondes, sachant qu'il pourrait être intercepté par une autre civilisation, que diriez-vous ? Quel serait votre message de la part de toute l'humanité ? Bonne nuit.